Mesdames, Messieurs, Madame la déléguée générale du Québec, Monsieur Morin, je suis très très heureux de vous accueillir. Je suis aussi très très heureux de voir que vous avez pu atteindre le Palais des Académies, ce qui n'était aujourd'hui, jour de grève générale en Belgique en raison de l'inflation galopante. Pas une chose hyper facile, mais je me réjouis que vous ayez pu nous rejoindre. Et évidemment, je me réjouis tout particulièrement de cette deuxième conférence de l'année de notre chaire du Québec, qui est organisée maintenant depuis quelques années, dont je me réjouis très vivement, en partenariat avec la délégation générale du Québec. Et j'en profite d'ores et déjà pour remercier à nouveau Madame la déléguée Brisson de son soutien dans l'organisation de cette chaire qui nous permet 2 fois l'an de recevoir un scientifique, un grand scientifique du Québec qui s'est distingué notamment par l'obtention d'un prix, notamment du prix du Québec, et c'est ainsi que nous pouvons accueillir maintenant le professeur Charles Morin. Nous avons eu sur cette chaire de Québec des sujets multiples et variés, depuis l'ingénierie des eaux jusqu'aux batteries, en passant par l'environnement, voilà, donc avec des scientifiques qui étaient parfois aussi de très grands artistes. Ça se peut au Québec, c'est un petit peu moins fréquent chez nous. Et cette fois, c'est un sujet aux confins de la médecine et de la psychologie, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Charles Morin, qui est professeur de psychologie à l'Université Laval au Québec, mais qui va parler d'un sujet qui a une incidence énorme sur la santé. Et j'en profite pour souligner que le Collège Belgique est le fruit d'une collaboration très active entre l'Académie royale de médecine, et je salue ici son secrétaire perpétuel et néanmoins excellent ami, Georges Casimir, qui est un pédiatre, mais évidemment le sommeil chez les enfants est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et je vois que nous avons d'autres psychologues dans la salle. Vous voyez bien qu'il y a une forte convergence de ces deux disciplines. C'est donc vraiment un grand plaisir d'accueillir ici Charles Morin, qui, je vous le disais, enseigne dans le département de psychologie et dirige le centre d'études des troubles du sommeil du centre de recherche Cerveau à l'université Laval. C'est un pionnier de la recherche sur les troubles du sommeil par le développement de traitements de l'insomnie. C'est un spécialiste du sommeil, mais surtout de l'insomnie, en fait. Et c'est aussi, et c'est, je trouve, une caractéristique que l'on retrouve plus souvent sur l'autre rive de l'Atlantique, c'est aussi un grand vulgarisateur. Et je trouve qu'il y a en Amérique du Nord, de manière générale, cette association encore plus fréquente que en Europe entre la science de très haut niveau et une vulgarisation qui se conçoit non pas comme une dégradation du savoir, mais comme la volonté de faire partager au plus grand nombre possible ce savoir que les scientifiques construisent pas à pas. Et il a, par ce biais-là, permis à toute une série de gens de comprendre les problèmes dont ils souffraient et par là contribuer à améliorer la qualité de leur vie. C'est souvent quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, les troubles du sommeil, dont on ne parle pas nécessairement très facilement à son médecin, parce que sans doute on trouve que c'est normal, et pourtant il y a beaucoup à faire en ce domaine, et on est très impatient de l'entendre sur ce sujet. Avant de l'entendre, je voudrais néanmoins
va céder la parole à Madame Geneviève Brisson, qui est déléguée générale du Québec, et que je remercie une fois encore pour son soutien sans faille à notre chaire du Québec du Collège Belgique. Merci beaucoup et excellente soirée. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, distingués membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, Monsieur Morin. Bonjour, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour assister à cette nouvelle conférence de la chaire du Québec. Ça fait maintenant 3 ans que la chaire du Québec a été mise sur pied grâce à un partenariat entre la Délégation générale du Québec et l'Académie royale de Belgique. 3 ans qui, malgré la pandémie, auront déjà permis à plusieurs scientifiques québécois, récipiendaires de prestigieux prix du Québec, d'élargir les collaborations et de renforcer les échanges scientifiques de haut niveau entre la Belgique francophone et le Québec. Cette coopération est une parfaite illustration de ce que le Québec développe avec ses partenaires de Belgique depuis maintenant 50 ans. Et oui, la Délégation générale du Québec est ici depuis déjà un demi-siècle à entretenir et développer des relations avec la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et les institutions européennes. C'est très important pour nous, les relations qu'on développe, tant du niveau économique, académique, diplomatique et culturel. Et on voit déjà plus loin, pour vous dire, on ne s'arrête pas à 50 ans. On est déjà projeté dans le futur. Signe de notre volonté d'approfondir nos relations avec nos partenaires du territoire, le gouvernement du Québec a adopté il y a quelques mois la stratégie territoriale pour l'Europe, qui établit les priorités et les pistes d'action visant à stimuler encore davantage nos échanges et nos coopérations déjà bien établies. Cette stratégie identifie d'ailleurs la diplomatie scientifique et la mobilité internationale comme 2 grandes priorités pour le Québec en Europe. 2 axes auxquels la chaire du Québec contribue à merveille. Parmi nos autres priorités, notons aussi l'importance de stimuler les partenariats en matière de santé. Encore une fois, la chaire du Québec et plus particulièrement les conférences des 2 prochains jours répondent admirablement à cette aspiration. Notre conférencier invité est un spécialiste des troubles du sommeil. Il est professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval, directeur du Centre d'études des troubles du sommeil. M. Charles Morin est également détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil. Dès la seconde moitié des années 80, Charles Morin s'est intéressé aux troubles du sommeil. En 2017, le psychologue de formation et chercheur chevronné était le spécialiste de l'insomnie le plus cité au monde. Tout au long de sa carrière, il a maintenu une productivité scientifique remarquable, un engagement constant envers la relève scientifique et a cherché à vulgariser les nouvelles connaissances qui concernent le sommeil. Il a rédigé des ouvrages de référence à l'intention des intervenantes et intervenants de première ligne, mais on lui doit surtout d'avoir impulsé l'emploi de psychothérapie en remplacement des somnifères traditionnellement utilisés pour combattre l'insomnie. Nommé en 2019 officier de l'Ordre du Québec, sa production scientifique et son leadership international lui ont valu de nombreuses reconnaissances, dont le Prix du Québec en 2020 et la chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Charles Morin. Merci. Je vais reprendre ma clé USB avant de l'oublier. Bonjour tout le monde. Madame Brisson, Monsieur Vivier, je remercie la Délégation générale du Québec et le Collège Belgique, l'Académie royale pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de présenter 2 conférences de vulgarisation. Je savais d'emblée que la première porterait sur l'insomnie. C'est vraiment la thématique sur laquelle j'ai passé toute ma carrière à travailler, à faire de la recherche. Puis la deuxième conférence, je n'étais pas certain quelle thématique j'aborderais. Donc, c'est la première ce soir que je présente, c'est sur le sommeil et je vais faire les liens avec la santé physique, la santé mentale, un peu la santé cognitive, mais le sommeil, ça touche tout le monde qui est ici dort en principe. Alors, on peut prendre toutes sortes de directions. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord de discuter de l'importance du sommeil. Après ça, je vais avoir un volet sur le sommeil et les rythmes biologiques. On fait souvent le lien entre les deux. On peut pas parler juste de sommeil. Le sommeil suit certains rythmes circadiens. Donc, on va faire des liens avec ça. Je vais également parler des liens entre
le sommeil et la santé physique, la santé mentale, les conséquences du manque de sommeil. On a tendance à banaliser un peu les conséquences du manque de sommeil, mais je veux pas faire peur à personne, mais il y a quand même des conséquences néfastes lorsqu'on est en manque de sommeil. Et ce soir, je vais surtout parler de sommeil et manque de sommeil. Et demain, ce sera les difficultés de sommeil, les troubles du sommeil. Mais aujourd'hui, ça va être un angle un peu différent. Je vais aussi parler du sommeil en temps de pandémie parce que vous en avez certainement fait l'expérience. Notre sommeil, nos rythmes de veille et de sommeil ont été particulièrement affectés pendant la pandémie. Peut-être moins aujourd'hui, mais si on se reporte au tout début de la pandémie, pendant le confinement, eh bien, il y a eu un chamboulement de nos habitudes de vie, incluant nos habitudes de sommeil. Donc, on a mené une enquête internationale pendant cette période-là et je vous rapporterai quelques résultats. Donc, déjà là, ça va occuper une bonne heure. Et après ça, il y avait tellement d'autres sujets que je pouvais aborder. Alors, j'ai décidé de faire un millimélo. On vient juste de faire le changement d'heure. Chez nous, c'est en fin de semaine. Ici, c'était il y a une semaine. Et c'est dans les médias, partout. Est-ce qu'on devrait continuer de faire ce changement d'heure-là? Quels sont les impacts que ça a sur notre santé? Donc, je vais dire quelques mots là-dessus. Et après ça, je vous laisserai, si vous avez des questions. Souvent, des questions nous sont posées sur l'impact de l'utilisation des appareils électroniques sur nos cycles de sommeil. Qu'est-ce qu'on doit penser des fameuses montres intelligentes, les bracelets intelligents. Et à la fin, peut-être en introduction à ma conférence de demain, je vais parler de toute une panoplie de troubles du sommeil. On en répertorie près de 80 pathologies du sommeil. Donc, je vais juste vous brosser un tableau très sommaire de comment on les catégorise. Ces pathologies du sommeil. Donc, moi, je vous invite à m'interrompre en cours de conférence si vous avez des questions de précision. Et si c'est sur une thématique que je vais aborder plus tard, je vous le dirai. Mais si vous avez des questions que vous aimeriez que je clarifie certains points dans mesure où je peux le faire, ça me fera plaisir de répondre à votre question à ce moment-là. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le sommeil est important? Évidemment, si on passe à peu près le tiers de notre vie, ça doit avoir une certaine importance. Et effectivement, je pense que la première fonction du sommeil, c'est de nous garder éveillés pendant les heures qui vont suivre. Ça semble aller de soi, mais il y a quand même beaucoup d'indications. Et on apprend sur les fonctions du sommeil. Souvent, c'est avec des études sur la privation de sommeil. Si on est en manque de sommeil, si on est privé de sommeil, là, on va observer, on va mesurer qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif, au niveau de la vigilance. Et à long terme, qu'est-ce qui arrive à notre santé. Donc, faut voir le sommeil un peu comme étant un des 3 grands piliers d'une santé globale. On entend beaucoup plus parler, du moins chez nous, mais je pense que c'est la même chose un peu partout. On entend davantage parler de l'importance d'avoir une bonne nutrition, l'importance d'être actif physiquement, mais beaucoup moins du sommeil. Et pourtant, le sommeil, une bonne qualité, une durée adéquate de sommeil, ça fait partie de l'équation globale pour rester en santé. Donc, le sommeil joue aussi un rôle vital pour la santé psychologique et physique, et ça, je vais y revenir plus spécifiquement pendant la conférence. J'ai déjà dit que ça contribuait à une meilleure vigilance, mais aussi des relations plus harmonieuses, que ce soit dans le couple ou avec les collègues de travail. On le sent lorsqu'une personne n'a pas bien dormi et que ça se répète nuit après nuit. Souvent, on va pouvoir camoufler la première nuit, la deuxième nuit, mais quand ça persiste dans le temps, ça vient nous chercher et souvent, ça va avoir un impact sur les relations avec notre entourage. Donc, une bonne nuit de sommeil, ça contribue à des relations plus harmonieuses et à un bien-être psychologique le jour. Et sur le plan de la santé physique, il est clair que une quantité et une qualité adéquate de sommeil va jouer un rôle au niveau du système immunitaire. Et je vais présenter quelques données tout à l'heure sur les liens entre la durée du sommeil et l'espérance de vie.
Et on abordera, on en a besoin de combien d'heures de sommeil au cours de la nuit, justement pour rester en santé. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais juste peut-être vous faire un petit détour. Comment ça se passe une nuit de sommeil typique chez une personne qui n'a pas de problème de sommeil? Donc, on mesure le sommeil de quelle manière? On peut demander à notre conjointe, est-ce que tu dors? Et si on a une réponse, il y a de bonnes chances qu'elle ait été réveillée. S'il n'y a pas de réponse, on va conclure que cette personne-là dormait. Mais il y a quand même des méthodes objectives pour évaluer le sommeil. Et c'est ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc, ça inclut l'électroencéphalogramme. On a des petits électrodes qu'on colle au cuir chevelu. Et avec ça, on peut enregistrer les ondes du cerveau. Ils sont amplifiés et on peut voir si une personne dort ou si elle est éveillée et si elle dort, dans quel stade de sommeil elle est. On va utiliser également des électrodes pour enregistrer les mouvements des yeux et aussi le tonus musculaire. Et ça va nous permettre de distinguer certains types de sommeil. Donc, je veux juste vous amener, ça c'est ce qu'on appelle un histogramme ou un hypnogramme du sommeil. Et on a les 8 heures typiques d'une nuit de sommeil. Et ici, à la verticale, on a les différents stades de sommeil. Donc, on voit qu'il y en a 5. Maintenant, 3 et 4, on les regroupe ensemble. Mais essentiellement, pour lire ce graphique-là, on voit que cette personne-là prend une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes avant de trouver le sommeil. Elle va passer par le stade 1, qui est un sommeil très léger, qui fait la transition entre l'éveil et un sommeil un petit peu plus profond. Et lorsque l'électroencéphalogramme nous dit qu'on est en stade 1, il y a beaucoup de gens qui, subjectivement, vont dire qu'ils sont éveillés. Donc, c'est pas vraiment un bon marqueur du sommeil physiologique. Le stade 2, ça trompe beaucoup moins. Donc, lorsqu'on est en stade 2, la plupart des gens vont subjectivement percevoir qu'ils étaient endormis. Donc, on fait un petit bout, 15-20 minutes en stade 1, après ça, on passe en stade 2, et après ça, là, on entre vraiment dans les profondeurs du sommeil. C'est ce qu'on appelle le sommeil lent profond, le sommeil delta, et on peut voir qu'on atteint ces stades-là à peu près 45 minutes après l'endormissement initial. Donc, vous voyez que c'est très, très bien organisé. Il n'y a rien de laissé au hasard. Après un certain temps, en sommeil profond, on va remonter graduellement en stade 3, en stade 2, et on va voir ici un premier épisode de sommeil paradoxal, de l'anglais pour Rapid Eye Movement Sleep. Donc, c'est notre sommeil de rêve. Pendant cet état-là, évidemment, il y a une imagerie mentale qui est extrêmement intense, mais en même temps, notre corps est tout à fait paralysé. Et c'est ce qui explique que lorsqu'on rêve, souvent, on a l'impression d'être pris dans toutes sortes de situations dangereuses et on est incapable de s'en défaire, on est incapable de crier à l'aide. Toute la musculation est complètement paralysée. Donc ça complète un premier cycle de sommeil et on va en avoir un deuxième qui va suivre exactement la même séquence, un troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc vous voyez que c'est très très bien organisé. Chaque cycle de sommeil dure à peu près 90 à 120 minutes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on passe à peu près 50% de nos nuits en stade 2. C'est un bon sommeil, mais on préfère en avoir une certaine quantité de stade 3 et 4. C'est vraiment le sommeil qui est davantage associé à la restauration physique, à la récupération physique. Alors que le sommeil paradoxal va jouer un rôle davantage au niveau de la régulation émotionnelle. Et les deux types de sommeil sont impliqués aussi dans la mémoire, la consolidation des nouveaux apprentissages. Donc 50% en stade 2, à peu près 15-20% en stade 3 et 4, un 5% en stade 1, heureusement, parce que c'est vraiment juste une période de transition, et à peu près 20%, 25% dans le sommeil paradoxal. J'aurais dû ajouter aussi que ça, c'est le sommeil typique d'un jeune adulte qui n'a pas de problème de sommeil, qui prend pas de somnifères, qui n'a pas de problème d'anxiété, de stress ou de dépression, et un jeune adulte. Parce que je vais parler des déterminants du sommeil. Et le déterminant le plus important qui va affecter
et notre qualité et la durée du sommeil, c'est l'âge. Qu'on le veuille ou non, en vieillissant, notre sommeil n'est pas de la même qualité qu'en étant plus jeune. Et je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais juste ouvrir une parenthèse ici pour expliquer, sans aller trop dans les détails techniques, qu'est-ce qui contrôle nos cycles de veille et de sommeil? Eh bien, c'est assez simple. Il y a deux principes qui sont bien identifiés, bien reconnus par les experts du sommeil. Il y a un principe d'homéostasie. Donc, on recherche toujours un certain équilibre. Et le principe ici est assez simple. Donc, le besoin de dormir augmente en fonction de la durée d'éveil. Plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, plus la pression de dormir est forte. Et de la même manière, le besoin de dormir diminue graduellement à mesure que la période de sommeil se prolonge. Donc, on me posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on pouvait mettre du sommeil en banque? Mais on peut pas, malheureusement. On peut accumuler une dette de sommeil, mais une fois qu'on a récupéré notre sommeil, on peut pas dire, je vais m'en mettre en banque parce que j'ai beaucoup à l'horaire dans la semaine, dans le mois qui vient. On peut pas en mettre en banque. Mais tôt ou tard, on doit payer notre dette de sommeil. Donc ça, c'est pour le premier principe. Mais il y a aussi le principe circadien. Nos cycles de sommeil sont essentiellement contrôlés par la luminosité, donc les cycles de jour et de nuit. La lumière pénètre la rétine et s'en va dans l'hypothalamus et on a une horloge biologique ici qui va régir nos cycles de veille et de sommeil. Donc, dès le moment où on change un peu cette exposition-là, ça va affecter nos rythmes biologiques, nos rythmes de sommeil. Mais aussi, ce qu'on observe avec les rythmes biologiques, les rythmes circadiens, c'est que la propension à dormir varie en fonction de l'heure du jour et de la nuit. Le moment le plus difficile à rester éveillé, et on s'en rend pas compte parce que la plupart d'entre nous, on dort la nuit, mais c'est 4-5 heures du matin. Les travailleurs de nuit, même ceux et celles qui arrivent à dormir relativement bien le jour, ont beaucoup de difficultés à passer cette période-là de 4-5 heures le matin. C'est vraiment la période la plus creuse, la période où la température corporelle est à son plus bas niveau, et c'est aussi la période où c'est le plus risqué d'avoir un accident si on est sur la route. Mais il y a quand même des facteurs externes qui vont servir un peu de marqueur de temps. Donc, et j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera de la pandémie et de l'effet du confinement. Pendant le confinement, on n'avait pas, surtout au début du confinement, on n'avait pas toujours la même exposition à la lumière du jour qu'on avait en temps normal. Et aussi, nos marqueurs de temps, on les avait perdus parce que normalement, on se lève à une heure précise, on mange à une heure précise, on se présente au travail à la même heure, on va avoir des activités de loisirs, des activités sociales et tout ça est bien régi dans notre horaire. Mais avec le début de la pandémie et du confinement, ces marqueurs de temps-là, pour plusieurs, on les a perdus. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé des problèmes de sommeil. Donc, ces deux mécanismes qui sont extrêmement importants et qui fonctionnent en tandem. Donc, on a notre processus homéostasique et le processus circadien. Vous voyez, le besoin de dormir s'accumule avec la durée d'éveil. Et ici, dès le moment où on dort, ce besoin-là va diminuer. Donc, c'est comme si on accumulait une substance, probablement l'adénosine, qui augmente en concentration à mesure qu'on est éveillé. Et cette concentration-là diminue par la suite et ça va reprendre le même cycle. Et en fond on voit également le rythme circadien qui est à son pic pendant la journée et qui diminue la nuit. Donc, c'est important de prendre ça en compte, surtout lorsqu'on parle de décalage horaire ou de travail de nuit. Nous, les humains, on est fait pour dormir la nuit et être éveillé le jour. Dès le moment où on va à l'encontre de ce principe-là, ça risque d'engendrer des problèmes.
Il y a plusieurs fonctions biologiques et cognitives aussi qui suivent le rythme des cycles ou les cycles de veille et de sommeil. J'ai déjà parlé brièvement de la température du corps. Donc, on voit qu'il y a un écart d'à peu près 1,5 degrés Celsius entre le plus haut point et le point le plus bas dans le milieu de la nuit, vers 4-5 heures du matin. Et le plus haut point, c'est probablement à ces heures-ci, si on n'est pas en décalage horaire. Donc, c'est une période où c'est plus difficile de s'endormir. Entre 17h et 19h, en anglais, on appelle ça souvent the forbidden zone. C'est comme une zone interdite pour le sommeil. Notre rythme circadien devrait être en principe à son plus haut niveau. Sauf si on est en privation de sommeil. Si on est en privation de sommeil, ben là, c'est c'est le processus homéostasique qui va prendre le dessus. Après ça, on voit les erreurs à des différentes tâches, les erreurs de performance qui sont beaucoup plus élevées si on vous met face à cette situation-là de performance en plein milieu de la nuit. Et on voit qu'il y a tout ça, plusieurs hormones aussi qui sont sécrétées en lien avec les cycles de sommeil. On parlera ultérieurement de la mélatonine. Donc, son pic est vers 2-3 heures du matin, mais on commence à la relâcher en soirée et le pic est dans le milieu de la nuit seulement dans la noirceur. Si on s'expose à une lumière vive pendant la nuit, ça va supprimer ou réduire la production de la mélatonine. Et on peut voir les mêmes liens avec la cortisol. Le cortisol est l'hormone de croissance. Donc, quand on pense qu'il se passe rien pendant notre sommeil, ben on est dans l'erreur parce qu'il se passe énormément de choses, et que ce soit au niveau du rythme cardiaque, du débit respiratoire, la tension artérielle, tout ça est altéré pendant les cycles de sommeil. La question qui nous est posée le plus fréquemment comme expert du sommeil, ben, combien on a besoin d'heures de sommeil? Et la réponse peut-être la plus simple, c'est entre 7 et 9 heures chez l'adulte. Donc, mais il y a des différences individuelles. On ne fait pas tous la même grandeur, on n'utilise pas toutes les mêmes tailles de vêtements. Donc, au niveau du sommeil aussi, il y a certaines variations d'une personne à l'autre. Mais en général, ça tourne entre 7, 8 et 9 heures chez le jeune adulte. Il y a quand même un petit groupe d'individus qui sont des soi-disant petits dormeurs naturels et qui s'en tirent relativement bien avec 5 heures de sommeil par nuit. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire croire qu'ils n'ont pas besoin de plus que 5 heures de sommeil. Mais dès le moment où on les met en situation de faire une sieste, on les perd tout de suite. Donc, ces gens-là, c'est pas des petits dormeurs naturels. C'est des gens qui ont cumulé une dette de sommeil. Puis, à l'autre extrémité aussi, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil, sinon ils fonctionnent pas pendant la journée. Mais normalement, ces individus-là, après 10 heures, ils vont être reposés. Quand je parlerai de troubles du sommeil, il y a des gens qui souffrent d'hypersomnie. C'est des gens qui vont dormir 10-11 heures et en dépit de dormir 10-11 heures, ils se réveillent le matin, ils sont aussi épuisés qu'au moment où ils sont allés se coucher la veille. Donc ça, c'est pas des longs dormeurs naturels, c'est des gens qui ont un trouble du sommeil. Donc on voit qu'il y a quand même des variations en fonction des groupes d'âge, mais les variations sont surtout en début de vie, pendant la période de maturation physique. On voit que le nouveau-né va dormir 15, 16, 17 heures par nuit, par période de 24 heures, je devrais dire, parce que souvent, c'est sur 5 ou 6 épisodes de sommeil. Et on voit que ça diminue graduellement. Les ados ont encore besoin de 10-11 heures de sommeil, mais s'il y a un groupe qui est vraiment en grande privation de sommeil, c'est nos adolescents. Ils ont des vies sociales assez actives, très actifs aussi sur les appareils électroniques et il y a souvent un grand manque de sommeil. Et aussi, il y a souvent un problème de délai de phase chez les adolescents. C'est très difficile pour eux de démarrer la journée,
mais c'est aussi très difficile pour eux d'aller se coucher à 23 heures quand tout le monde, en principe, devrait dormir. Donc, quand ça se répète nuit après nuit, ben c'est difficile pour ces jeunes-là de se présenter et d'être présents mentalement dans une situation scolaire. On pense que les personnes âgées, on pense souvent qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. Mais on n'a pas vraiment besoin de moins de sommeil. C'est la qualité de notre sommeil qui diminue en vieillissant. Tout comme on court pas aussi vite à 65 ans qu'on courait à 20 ans, on n'est pas aussi flexible à 70 qu'à 30 ans, bien la qualité du sommeil est affectée aussi par le simple vieillissement. Et je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Juste pour dire que les humains, nous, c'est autour de 8 heures de sommeil, mais quand on regarde les différentes espèces, les besoins de sommeil varient énormément. Donc, les félins, souvent, ça va tourner autour de 15-16 heures par période de 24 heures. D'autres espèces, habituellement, les espèces qui sont beaucoup plus corpulentes vont avoir besoin de moins d'heures de sommeil. On pense tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de garder leur mécanisme de défense tout aussi éveillé que les espèces qui sont plus sujets à être des proies. Donc, il y a des différences très marquées entre les différentes espèces pour ce qui est du besoin de sommeil, mais l'humain, rappelons-nous que ça tourne autour de 8 heures. Donc, si je reviens aux déterminants de la qualité et de la durée du sommeil, j'ai mentionné l'âge et je vais y revenir avec une autre illustration dans un moment, mais il y a aussi l'état physique d'une personne. C'est clair que si on est en douleur ou si on a un inconfort physique, ça va avoir un impact sur notre sommeil et sur la qualité et sur la durée. C'est aussi vrai pour l'état psychologique d'une personne. Si on est stressé, anxieux, déprimé, bien, ça va affecter notre sommeil. Mais en retour, le fait de mal dormir va également avoir un impact négatif sur notre humeur. Donc, c'est vraiment une influence qui est dite bidirectionnelle. Les modes de vie, les facteurs environnementaux, à 20 ans, on peut dormir dans toutes sortes de situations, même avec un bruit de fond, la lumière allumée, mais en vieillissant, on est plus sensible à ces phénomènes-là et le sommeil se fragilise également. À peu près, je dirais, toutes les médications psychotropes qu'on prend, soit pour un trouble anxieux, une dépression, peu importe la condition, à peu près tous ces médicaments-là ont un impact sur le sommeil. Certains, ça peut être un impact positif. Pour d'autres, ce ne sera pas aussi positif. Et demain, dans la conférence sur l'insomnie, je vais parler des bienfaits, mais aussi des limites des hypnotiques, des somnifères. Mais il y a plusieurs médications aussi qu'on utilise pour toutes sortes de conditions, que ce soit cardiovasculaires, douleurs ou autres, et qui peuvent avoir des effets indésirables sur le sommeil. Donc, si on a des problèmes de sommeil et qu'on nous prescrit une médication pour une autre condition médicale ou psychologique, on devrait s'informer quels sont les impacts sur le sommeil. Et il y a peut-être moyen d'utiliser une molécule différente ou d'utiliser la médication à un autre moment qu'à l'heure du coucher pour réduire les effets indésirables sur nos cycles de sommeil. L'histoire antérieure de sommeil, ben oui, ça a un impact sur la qualité et la durée de notre sommeil. C'est clair que si vous êtes gardé en privation de sommeil pendant 24 heures et qu'on vous permet par la suite de dormir, il y a de bonnes chances que vous ayez un sommeil très profond. Donc, vous allez passer plus de temps en sommeil profond que normalement vous le feriez, comme j'ai montré dans ma toute première diapositive. Donc ça joue un rôle important. Et il y a évidemment les rythmes circadiens. Si vous aviez l'opportunité de faire une sieste à cette période-ci, il y a peu de chances que vous seriez en mesure de vous endormir, à moins que vous ayez accumulé une dette de sommeil, parce que notre rythme circadien il est vraiment à son pic
présentement. Donc, ce serait plus difficile de trouver le sommeil. Par contre, si on vous offrait la même opportunité en fin d'avant-midi ou peut-être même en début d'après-midi, probablement que vous pourriez vous endormir très, très facilement. Et si vous faites une sieste le matin, ce sera probablement comme une continuation de la nuit précédente et il y a plus de chances que vous ayez un sommeil avec des rêves à cette période-là. Je ne l'ai pas indiqué, mais dans ma diapositive de l'histogramme du sommeil, le sommeil profond prédomine dans le premier tiers de la nuit, alors que le sommeil de rêve ou le sommeil paradoxal, lui, prédomine vers la fin de la nuit. Donc, si on se lève à 7 heures ou 6 heures le matin et qu'on retourne faire une petite sieste à 9 heures, ben, il y a une bonne chance que ce soit comme une continuation de la nuit précédente. Alors que si vous faites une sieste, si vous arrivez à faire une sieste maintenant, ou pire en soirée, là, vous vous trouvez emprunté du sommeil profond que vous auriez eu la nuit suivante. C'est pour ça qu'on déconseille les siestes en soirée, parce qu'on se trouve à hypothéquer la prochaine nuit de sommeil. J'y reviendrai sur les bienfaits de la sieste tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a plein de facteurs qui vont affecter la qualité et la durée du sommeil. Mais je veux revenir une fois de plus sur l'âge. Donc, ici, on le voit peut-être difficilement à l'arrière, mais il y a différentes bandes de couleurs. Ici, sur l'axe des horizontales, on a les décennies, donc à 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 70 ans. Et ici, c'est la proportion de temps passé dans chacun des stades de sommeil que j'ai décrits au début de la conférence. Donc, la bande la plus foncée dans le bas du graphique, c'est le temps qu'une personne passe en sommeil profond. Et on voit que cette proportion de temps-là diminue graduellement en vieillissant. Et en même temps qu'on perd en sommeil profond, ça va être remplacé par un sommeil plus léger, le stade 1 ou même plus de temps éveillé au lit. Et ça se produit pas à 60 ans ou à 65 ans lorsqu'on prend notre retraite. C'est vraiment un phénomène qui est très graduel. Et déjà dans la quarantaine, on voit qu'on perd un peu en qualité de sommeil. Donc, c'est ce qui peut expliquer pourquoi les plaintes d'insomnie sont plus fréquentes dans la quarantaine, la cinquantaine, et à mesure qu'on avance, notre sommeil se fragilise. Donc, on est plus vulnérable à se réveiller avec un inconfort physique, avec un bruit ou avec de la lumière, ou tout simplement se réveiller naturellement et avoir plus de difficulté à se rendormir. Donc, on voit que la quantité de stade 2 reste sensiblement la même tout au long de la vie. Ce qu'on voit pas aussi bien ici, c'est la proportion de temps passé en sommeil paradoxal, sommeil de rêve. 20-25% chez les adultes, mais c'est plutôt de l'ordre de 50% chez les nouveau-nés. Donc, il y a une étroite corrélation entre le temps qu'on passe dans ce type de sommeil-là et la maturation physiologique du cerveau. Et qu'est-ce qui se passe en vieillissant? Disons que si on vieillit en santé psychologiquement et neurologiquement, on va préserver notre sommeil paradoxal. Mais malheureusement, les personnes qui développent une démence, que ce soit de type Alzheimer ou autre, vont perdre de ce sommeil-là à mesure que la maladie progresse. Et à un tel point où il y a non seulement plus de sommeil paradoxal, mais évidemment, il n'y a plus de sommeil stade 3 et 4, de sommeil profond. C'est vraiment une altération entre des périodes de veille et des périodes de sommeil. Il y a une étude qui avait été menée dans un centre de soins de longue durée à San Diego il y a plusieurs années de cela, et on avait enregistré le sommeil de personnes qui souffraient de démence avancée, non pas avec des électrodes, mais on avait un petit bracelet, genre les bracelets intelligents, là, pour estimer approximativement le nombre d'heures de sommeil et de veille. Mais ce qu'on avait observé chez ces personnes-là, c'est que pour chaque heure de la nuit, il y avait toujours une période de veille qui venait créer de l'intrusion dans le sommeil. Et pour chaque heure de la journée, il y avait à chaque heure une période de sommeil qui venait s'introduire dans la veille. Ce qui fait que sur 24 heures, il n'y avait jamais une heure complète qui était composée uniquement de veille,
pendant le jour ou de sommeil la nuit. C'est juste pour vous illustrer un peu la sévérité des difficultés de sommeil de ces personnes-là. Donc, vraiment... Et en passant, si vous ne vous souvenez pas de rêve, vous n'avez pas à vous inquiéter que vous êtes en train de développer une démence parce que tout le monde rêve. C'est juste qu'on n'y porte pas toujours attention et on ne s'en rappelle pas toujours. Mais les gens qui sont en santé, physiquement, neurologiquement et psychologiquement, tout le monde rêve et même les gens qui prétendent ne pas rêver. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Peut-être le dernier point que je mentionnerai, qui est pertinent aussi lorsqu'on parle d'insomnie, c'est que en vieillissant, on a une tendance naturelle à passer plus de temps éveillé au lit. Bon, on était à la retraite, on se dit, moi, là, le réveil matin, là, je ne veux plus rien savoir. Je vais me laisser aller au lit le matin, je me lèverai quand j'en aurai le goût. C'est pas une très bonne idée parce que on a tendance à penser que si on reste au lit plus longtemps, ben peut-être qu'on va aller chercher la petite demi-heure ou la petite heure de sommeil additionnelle qu'on aimerait tant avoir. Mais c'est pas la bonne façon de faire. En fait, passer trop de temps au lit peut fragmenter davantage le sommeil. Et d'ailleurs, une des premières recommandations qu'on fait aux personnes qui souffrent d'insomnie, c'est pas d'augmenter le temps qu'elles passent au lit, c'est plutôt de le réduire. Et ça surprend beaucoup lorsqu'on suggère à une personne qui passe 8 heures au lit, mais qui en dort seulement 6. Bon, on lui dit pour la prochaine semaine, je veux que vous alliez vous coucher à minuit et vous sortez du lit à 6 heures le matin. Il n'y a pas de raison de passer plus que 6 heures par nuit au lit, puisque de toute manière, vous dormez seulement 6 heures. Les 2 autres heures qu'on vous enlève, c'est pas du sommeil, c'est de la veille. Donc, c'est une des premières recommandations qu'on fait. Et ce que ça a comme effet, c'est que ça va augmenter la pression physiologique ou la pression homéostasique du sommeil. Et ça fonctionne très, très bien pour les insomniaques. Évidemment, on ne vous laisse pas sur une fenêtre de sommeil de 6 heures indéfiniment. Il y a des ajustements à faire et je donnerai plus de détails demain sur ce qu'une personne peut faire lorsqu'elle souffre d'insomnie. Mais c'est particulièrement pertinent lorsqu'on vieillit, que notre sommeil devient plus fragile, moins efficient. Au lieu de passer plus de temps au lit, on devrait compresser davantage notre fenêtre de sommeil. Chez les adultes, on va chercher notre 7-8 heures de sommeil habituellement dans un seul épisode. Mais on voit que chez le nouveau-né, c'est 3, 4, 5, 6 épisodes. Après ça, on voit que le sommeil se consolide sur une seule période à mesure que l'enfant vieillit. Pour les parents qui sont chanceux, ben c'est un enfant qui a 3-4 ans qui fait encore une sieste, ben ça va donner un petit peu de répit. Mais il y a bien des enfants qui vont déjà être sur leur épisode unique de sommeil. Et si on avait ici les personnes très, très âgées, encore une fois, on revient avec des personnes qui ont un déclin cognitif. Bien souvent, leur cycle de sommeil va revenir un peu comme celui de l'enfance. Ça va être très difficile d'avoir un épisode de sommeil pour plus de 2, 3, 4 heures. Souvent, ça va être interrompu par des périodes de veille de 10, 15 minutes, peut-être 1 heure, dépendamment de si la personne souffre d'insomnie ou non. Donc, voilà pour l'évolution des cycles de veille et de sommeil. Là, je vais enchaîner avec le manque de sommeil et les incidences du manque de sommeil sur différents aspects de la santé. Je ne sais pas sur ce que je viens de dire, s'il y a des questions de précision que vous aimeriez que j'apporte maintenant ou on peut garder ça pour la fin. On va avoir du temps amplement aussi à la fin. Je vais quand même en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Donc, lorsqu'on parle de manque de sommeil, bien, c'est un mal qui est très répandu. Et ici, on ne parle pas de trouble du sommeil, on parle carrément les gens qui dorment pas suffisamment parce que simplement, ils n'ont pas l'opportunité ou ne se donnent pas l'opportunité d'aller chercher les heures de sommeil qu'ils ont. Dans l'insomnie, c'est l'inverse. Une personne a de la difficulté à dormir malgré le fait qu'elle ait l'opportunité de dormir.
Donc ici, on parle de gens qui sont en privation de sommeil, soit pour toutes sortes de raisons. Je vais donner les raisons tout à l'heure, mais ici, c'est une enquête pan-canadienne qui avait été réalisée en 2016. On voit que 59% des adultes disaient être en manque de sommeil. Et c'était plus fréquent chez les femmes entre 30 et 45 ans. On peut présumer que double occupation, responsabilité professionnelle, responsabilité familiale qui pourrait expliquer en partie cela. Il y avait 2/3 de l'échantillon qui disaient également qu'ils aimeraient avoir une meilleure qualité de sommeil. C'était pas nécessairement des personnes qui se plaignaient d'insomnie, mais soit qui dormaient pas suffisamment ou qui n'avaient pas une bonne qualité de sommeil. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est lorsqu'on leur demande, quand il manque de temps dans une journée, qu'est-ce que vous allez sacrifier? Ben, la majorité vont dire, c'est ma période de sommeil. Donc, on n'est pas content de la durée, on n'est pas content de la qualité, mais quand il manque de temps à la fin de la journée, ben, c'est le sommeil qui écope. Et juste pour illustrer dans quelle mesure le sommeil est une source de préoccupation, mais il y a 25% des personnes sondées qui rapportaient avoir pris une journée de maladie pour récupérer sur le plan sommeil. Et 46%, ça c'est quand même assez étonnant, qui ont utilisé une médication pour améliorer le sommeil. Pas nécessairement une médication prescrite par leur médecin, mais il y a toute une panoplie de produits sur les tablettes de pharmacie sans ordonnance qui supposément ont un impact positif sur le sommeil. On verra bien ce qu'il en est demain. Les principales causes du manque de sommeil, bien évidemment, les obligations professionnelles et familiales, le stress, l'anxiété, dépression, problèmes médicaux. Donc, tout à l'heure, je parlais de déterminants de la qualité de la durée du sommeil. Bien, on voit ici quelles sont ces causes-là. Les horaires atypiques, que ce soit le travailleur de nuit, décalage horaire, les écrans. Beaucoup plus d'études maintenant qui sont réalisées sur l'impact de l'utilisation des écrans. Et il est clair qu'une utilisation prolongée, que ce soit du cellulaire, d'une tablette, d'un ordinateur, va avoir un impact sur notre sommeil. Malgré les filtres que plusieurs de ces appareils-là ont pour nous protéger un peu contre la lumière bleue, il reste que ça peut activer notre cerveau et perturber notre sommeil, surtout si on est plus vulnérable à avoir des problèmes de sommeil. Les facteurs environnementaux, évidemment, les troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie, problèmes d'apnée ou autres. Donc, il y a toute une panoplie de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on est en manque de sommeil. Qu'est-ce que la recherche nous enseigne maintenant sur les conséquences du manque de sommeil? On a tendance un peu à banaliser l'impact du manque de sommeil, mais je dirais que dans les 2 ou 3 dernières décennies, il y a eu énormément de recherches justement pour évaluer quels sont les impacts du manque de sommeil. Donc, si on regarde dans un premier temps l'impact du manque de sommeil sur la vigilance, ben c'est clair que ça a un impact. Si on accumule une dette de sommeil, on sera pas aussi attentif. Il va y avoir premièrement de la fatigue, baisse d'énergie, et la fatigue excessive peut mener à une somnolence et même à ce qu'on appelle des épisodes de micro-sommeil. Donc, un épisode de micro-sommeil, on peut vous brancher avec des appareils ambulatoires, le EEG, pour enregistrer les ondes de votre cerveau et on est en mesure de détecter si vous dormez ou non. Et il y a des études qui ont été faites avec des ingénieurs de locomotives de train où on enregistrait que dans certains cas, une personne pouvait avoir des épisodes de micro-sommeil de 2-3 secondes. Essentiellement, ils n'étaient pas là. Et même des camionneurs, les yeux ouverts, mais ils ne sont pas là mentalement. Donc, on peut s'imaginer les risques que cela cause pour les accidents, que ce soit sur la route, mais aussi ça peut être des accidents au travail. Donc, il faut vraiment pas banaliser les impacts du manque de sommeil parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont documenté effectivement ces impacts-là.
Ici, c'est une étude où on place des sujets, habituellement des étudiants, face à une tâche devant leur ordinateur et essentiellement on leur demande d'appliquer sur la touche K à chaque fois qu'ils voient la lettre Z apparaître à l'écran, mais seulement si elle est précédée du chiffre 3 de couleur rouge. Donc, vous voyez, ça demande une bonne capacité d'attention, attention soutenue. Et ce qu'on observe, c'est que la performance à une telle tâche est quand même très, très bonne, jusqu'à concurrence de 18-20 heures d'éveil consécutif. Donc, si vous vous êtes levé ce matin à 6 heures, disons que jusqu'à minuit ce soir, votre performance serait dans ce qu'on considère acceptable. Mais après 18, 19, 20 heures d'éveil consécutif, on voit que la performance diminue drastiquement, à un tel point qu'on considère que la performance à une tâche de la sorte, après 21 heures d'éveil consécutif, est à peu près équivalente à celle d'un taux d'alcool de 0,8 par litre de sang. Donc, c'est chez nous, c'est le seuil limite. Ici, je pense que c'est 0,5. Donc, clairement, le manque de sommeil est très impliqué dans les accidents. Je vais vous présenter quelques statistiques dans un moment, mais juste pour rapporter ça encore avec nos rythmes de veille et de sommeil. Donc, le jour, on est très alerte, la nuit, plus somnolent. Et en fond d'écran, on voit la prévalence des accidents sur les routes. C'est des données américaines ici, mais je pense pas qu'il y ait de raison de croire que ce serait différent ici, mais on voit que même si en principe la circulation est beaucoup moins dense la nuit, notre rythme biologique fait en sorte qu'on est à risque beaucoup plus élevé d'être impliqué dans un accident de la route, et encore plus si on est en privation de sommeil. Et si en plus de cela, on ajoute un peu d'alcool, ben on a le cocktail le plus dangereux qui existe pour avoir un accident. D'ailleurs, il y a beaucoup de statistiques là-dessus sur le rôle de la fatigue et de la somnolence dans les accidents de la route, et on estime que la fatigue ou la somnolence sont impliquées dans 30% des accidents de la route et que c'est la troisième cause d'accident après la vitesse et l'alcool. C'était des statistiques canadiennes, puis hier j'ai vérifié sur un site web ici en Belgique, l'agence wallonne pour la sécurité routière, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc vraiment, on ne doit pas minimiser l'impact du manque de sommeil sur les risques d'accident. Encore une fois, 50% des conducteurs impliqués dans un accident lié à la fatigue avaient dormi moins de 6 heures la veille de l'accident. Et on estime que les risques d'accident sont 6 fois plus élevés chez la personne qui dort 5 heures ou moins sur quelques nuits, comparativement à une personne qui va dormir 7 à 8 heures. Donc, c'est beaucoup de statistiques, mais je pense que le message doit être très clair et je ne sais pas ici en Belgique si vous avez des panneaux de signalisation sur les autoroutes pour sensibiliser aux risques, mais on a ça chez nous au Québec et en France, je sais également qu'il y en a. Donc, quand on dit que le risque est équivalent à conduire avec 1 gramme d'alcool par litre de sang, soit le double du taux légal lorsqu'on conduit avec 5 heures de sommeil sur 2-3 nuits qui précèdent notre déplacement. Et c'est souvent ce qui arrive quand on part en vacances, surtout si on prend le volant. On prend les bouchées doubles les 2-3 journées avant de quitter, et c'est les nuits de sommeil qui écopent. Donc, on se met dans une situation où on est beaucoup plus vulnérable. Maintenant, les risques pour la santé mentale et cognitive associés au manque de sommeil, c'est clair, quand on recrute des participants pour participer à des études de privation du sommeil, même des personnes qui n'ont aucun antécédent de problèmes de santé mentale, on voit que leur humeur est beaucoup plus volatile au cours de la nuit. C'est déjà un défi de les garder éveillés, mais il peut y avoir une période où ils sont colériques. Après ça, ils deviennent un peu euphoriques. Donc, il y a vraiment un impact de la privation de sommeil sur l'humeur à court terme. Mais à long terme, on sait que le manque de sommeil et l'insomnie vont accentuer les risques de faire une dépression.
carrément, même chez une personne qui n'a pas d'antécédent de problèmes de santé mentale, le manque de sommeil ou l'insomnie sont des facteurs de risque pour éventuellement faire une dépression. D'ailleurs, auparavant, on pensait que l'insomnie, c'était un symptôme de dépression. On avait juste à traiter la dépression et ça allait régler le problème de sommeil. Aujourd'hui, on se rend compte que dans bien des situations, même si on traite efficacement la dépression chez une personne qui souffre d'insomnie, souvent le problème de sommeil va persister dans le temps. Et la persistance des difficultés de sommeil augmente les risques de rechute pour la dépression. Donc, je dirais que dans la dernière décennie, il y a vraiment eu un changement de paradigme chez les cliniciens en médecine du sommeil. Si une personne vient consulter pour un problème de sommeil, que ce problème-là soit accompagné ou non d'un trouble anxieux ou d'une dépression, on devrait toujours cibler l'insomnie. Évidemment, on n'ignore pas le problème d'anxiété ou de dépression, mais on ne devrait plus prendre pour acquis que si on traite efficacement la dépression, que ça va régler le problème de sommeil, parce que dans bien des cas, c'est pas ce qu'on observe. Au niveau de la santé du cerveau, bien, c'est clair que le sommeil joue un rôle extrêmement important au niveau de la consolidation de nos apprentissages. Les premières études qui étaient menées avec des enfants qui apprenaient une langue seconde, on les privait sélectivement de sommeil paradoxal et ces personnes-là se rappelaient moins bien de ce qu'ils avaient appris la veille que ceux qu'on laissait dormir ou qu'on privait d'un autre stade de sommeil. Donc, j'ai mon collègue ici, le professeur Philippe Peigneux, à l'Université libre de Bruxelles, qui est de renommée mondiale pour les recherches qu'il mène présentement justement sur le rôle du sommeil au niveau de la cognition, de la mémoire, des apprentissages. Mais c'est clair que le sommeil joue un rôle très important de ce côté-là. Et des données, des études émergentes qu'on voit maintenant, c'est de suivre l'évolution baisse de qualité de sommeil en vieillissant, peut-être accompagné d'un certain déclin au niveau des fonctions cognitives, et est-ce que ça pourrait accentuer le déclenchement ou le risque d'une démence ou d'une maladie d'Alzheimer. Je pense qu'il y a certaines pistes intéressantes qui se développent présentement. On n'est pas à l'heure de tirer des conclusions définitives, mais c'est une raison de plus pour porter attention à notre santé du sommeil. D'ailleurs, on parle justement de ce construit-là aujourd'hui, ce qui n'existait pas auparavant. On ignorait le sommeil, mais maintenant on parle de santé du sommeil. Pas juste de troubles du sommeil, mais de l'importance d'avoir de bonnes habitudes de sommeil. Le sommeil joue un rôle important aussi au niveau du nettoyage dans notre cerveau. Et on pense qu'une personne qui dort peu ou qui dort mal pourrait accumuler certaines protéines qui accentuent les risques de déclin cognitif. Donc ça aussi, je dirais que c'est encore un peu au niveau embryonnaire, mais c'est quand même des voies de recherche extrêmement importantes sur les liens qu'on peut faire entre sommeil et santé du cerveau. J'ai déjà mentionné les liens entre sommeil et humeur, sommeil, insomnie et humeur. Donc, évidemment, si on a des difficultés à s'endormir, qu'on se réveille fréquemment, qu'on a de la difficulté à se rendormir, qu'on se réveille trop tôt le matin, ben ça va avoir un impact sur notre humeur. On va être plus irritable, peut-être dysphorie. À la longue, il y a même une forme d'impuissance qui s'installe. On n'arrive pas à trouver le sommeil, on ne sait plus quoi faire. Et ça va engendrer tout un cycle vicieux d'appréhension, de peur de pas dormir, de peur des conséquences de l'insomnie sur le fonctionnement diurne. Et ça fait rapidement boule de neige, ça. Et un entraîne l'autre.
Donc, pour ce qui est du lien justement entre sommeil, vieillissement et santé cognitive, je pense que je l'ai déjà mentionné. Je pense que les recherches sont extrêmement intéressantes, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Mais l'idée, c'est que les perturbations du sommeil de manière chronique, on parle pas ici d'une nuit occasionnelle, à peu près tout le monde va avoir une mauvaise nuit de sommeil à l'occasion, et la dernière chose qu'on veut faire, c'est de dramatiser suite à une mauvaise nuit de sommeil. Je pense qu'on va arriver à bien fonctionner le lendemain si on peut mettre cette nuit-là de côté, et peut-être qu'on va se prévenir d'avoir une deuxième nuit. Le problème avec le cercle vicieux de l'insomnie, c'est qu'on dort mal une nuit et on appréhende déjà la prochaine nuit de sommeil, et le fait d'appréhender nous active mentalement, physiquement, et va nous mettre dans une situation où effectivement on va mal dormir. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce cercle vicieux-là. Ce que les données nous disent aussi sur la santé physique, les personnes qui dorment peu ou qui dorment mal, surtout les personnes qui dorment peu, sont à risque accru pour faire de l'embonpoint. Donc, il y a des liens importants entre l'obésité et le manque de sommeil. Et la meilleure façon d'expliquer cela, c'est que il y a deux hormones qu'on produit dans notre sommeil. Il y en a plus que deux, mais deux qui sont reliées à la prise de poids. Donc, il y a la leptine, on va en produire moins, c'est l'hormone de satiété. Et il y aura une augmentation de la ghréline. Et encore une fois, c'est pas des choses qui vont se produire après une nuit où on manque de sommeil, mais c'est vraiment sur une période prolongée. Donc ça, c'est assez clairement démontré que dormir peu peut augmenter les risques de faire de l'embonpoint. On mange plus. Peut-être que c'est parce qu'on a plus de temps pour manger, mais cette relation-là a été assez bien documentée dans les études longitudinales. Également des liens avec l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Ici, je vous donne juste les principes de base, mais il y a plein d'études longitudinales où on suit des cohortes d'individus avec ou sans insomnie, des personnes qui dorment habituellement 7-8 heures par nuit et d'autres qui dorment seulement 5-6 heures par nuit. Et quand on évalue les risques de développer différentes maladies, dans ce cas-ci, c'est l'hypertension, bien, on voit que les risques sont des fois 2 fois et 3 fois plus élevés chez les courts dormeurs et certainement chez les insomniaques. Comment on explique ça? Bien, chez les insomniaques, je pense que l'explication, c'est que normalement, pendant notre sommeil, la tension artérielle diminue. Sauf que si on dort peu ou on dort mal, on n'observera pas ces mêmes diminutions de la tension artérielle. En anglais, on va parler de non-dippers. Donc, au lieu d'avoir une baisse dans la tension artérielle, elle va toujours rester au même niveau et ça va accentuer le travail du muscle cardiaque et ça peut augmenter les risques de faire de l'hypertension à long terme. Même chose pour le diabète. Le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil vont augmenter la résistance à l'insuline, qui est souvent une première étape pour le diabète de type 2. Le manque de sommeil est aussi lié à l'inflammation. Les gens qui dorment peu, qui dorment mal, il va y avoir non pas une baisse, mais une hausse d'une certaine protéine, la C-réactive, qui est souvent utilisée comme marqueur de l'inflammation. Et pour ce qui est de l'espérance de vie, il faut toujours faire attention lorsqu'on regarde ces statistiques-là, mais une chose est claire, c'est que les gens qui dorment peu ou qui dorment beaucoup ont habituellement une moins bonne espérance de vie que les personnes qui dorment autour de 8 heures par nuit. Est-ce que cette association-là est simplement liée à la durée du sommeil? Probablement pas. On sait que les personnes qui dorment peu ou qui dorment beaucoup, habituellement, ont plus de conditions médicales qui pourraient contribuer à une moins bonne espérance de vie. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. C'est un peu la même chose, les liens d'association entre le fait de prendre des somnifères
et d'avoir des risques accrus, par exemple, de certaines maladies ou encore des risques d'accidents sur la route. Ben, est-ce que c'est le somnifère qui augmente ce risque-là ou c'est le fait de ne pas dormir ou de ne pas bien dormir? Donc, faut toujours être un peu prudent lorsqu'on évalue ces liens d'association-là, mais il y a quand même des pistes importantes. Et tout ça nous ramène, encore une fois, je veux pas dramatiser la situation, mais ça nous rappelle un peu les différentes fonctions du sommeil. Premièrement, ça nous permet de rester éveillé le jour. Première chose très importante. Ça nous permet aussi de récupérer, de conserver notre énergie. Il est clair que le sommeil joue un rôle important dans la restauration des tissus cellulaires. Si on dort mal, ça va prendre plus de temps à récupérer d'un virus quelconque. Ça a été clairement démontré dans des études en laboratoire et des études cliniques sur le terrain. J'ai mentionné aussi qu'il y a quand même des données super intéressantes qui évaluent le rôle du sommeil dans une certaine fonction de nettoyage du cerveau. Donc, éliminer certains déchets pendant le sommeil. Si on dort mal ou si on dort peu, ben cette fonction de nettoyage-là ne sera pas aussi efficiente, de telle sorte qu'on peut accumuler des déchets et ça pourrait éventuellement mener à un déclin cognitif. Et en lien avec ça, ben, il y a des fonctions très importantes pour le sommeil, pour la mémoire, consolidation des nouveaux apprentissages et la régulation des émotions et de l'humeur. Extrêmement important. J'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui seront ici demain, je vais revenir un petit peu plus sur ce volet-là parce que c'est très, très près de l'insomnie. Beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie ont aussi des problèmes d'ordre psychologique, pas nécessairement un trouble psychologique, mais souvent des symptômes anxieux, des symptômes de dépression. Alors, c'est important d'y voir et pour l'insomnie et pour ces symptômes-là. Donc, est-ce que vous avez accumulé une dette de sommeil? Il y a quelques questions que vous pouvez vous poser ici. Si vous dormez habituellement moins de 6 heures par nuit, il y a une bonne chance que vous ayez accumulé ou que vous soyez en train d'accumuler une dette de sommeil. Si lorsque vous vous levez le matin, vous ne vous sentez jamais reposé, soit que vous avez un trouble du sommeil ou que vous avez accumulé une dette de sommeil. Si vous devez constamment combattre le sommeil pendant la journée, c'est aussi un autre indicateur que possiblement vous avez une dette de sommeil. Et si vous rêvez à longueur de journée de faire la sieste, il y a de bonnes chances aussi que vous soyez en manque de sommeil. Alors, quel est le meilleur remède pour contrer un manque de sommeil? C'est le sommeil. Je pense que c'est important de faire de notre sommeil une priorité. Autant dans l'insomnie, on ne veut pas en faire une obsession. Si on est en manque de sommeil, on doit s'assurer qu'on réserve une période de 7 à 8 heures minimum par nuit pour récupérer. Aujourd'hui, c'est possible, en principe, ce serait possible de toujours avoir des activités 24 heures par jour. Il y a toujours quelque chose qui peut nous garder éveillés. Mais il faut vraiment voir à réserver cette période-là pour 7 à 8 heures pour le sommeil. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à la toute dernière minute et qui vont fermer l'écran de l'ordinateur et qui vont éteindre les lumières et qui vont espérer que leur cerveau se mette en mode sommeil immédiatement comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une switch on and off. Et il faut vraiment se préparer pour une bonne nuit de sommeil, un peu comme on le fait lorsqu'on part en voyage. On fait pas nos valises la journée même, on se prépare, on doit faire un peu la même chose pour le sommeil, pas des jours d'avance, mais il faut prévoir une période de décompression, au moins 1 heure ou 2 avant d'aller au lit. Il y en a qui vont faire leur lit de leur chambre à coucher un peu comme un quartier général. On a observé ça beaucoup pendant la pandémie. Les jeunes qui ne pouvaient plus aller à l'école, qui devaient faire l'école de la maison, les parents qui faisaient du télétravail, ça faisait des maisons assez occupées.
ce qui fait que cet environnement-là perdait un peu son lien d'association avec le sommeil. Les bons dormeurs, eux, quand ils vont se coucher, ils savent que c'est l'heure, ils se dirigent vers la chambre à coucher et déjà, ils sont en train de dormir. C'est un moment extrêmement plaisant. À l'inverse, les insomniaques, c'est plutôt un moment d'appréhension. Et quand je parlerai plus en détail d'insomnie demain, je reviendrai sur ce cercle vicieux-là. Donc, réservez cet endroit-là et ce moment-là pour le sommeil. Laissez les appareils électroniques hors de portée et hors de vue. C'est vraiment la pire chose à faire, c'est de vérifier nos courriers électroniques la nuit. Qui n'a pas fait ça? Mais si on est vulnérable à avoir des problèmes de sommeil ou on est en manque de sommeil, bien, on devrait mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'il y en est de la sieste? Ben, je pense que la sieste, pour les gens qui sont en manque de sommeil, ça peut être extrêmement bénéfique. J'ai dit le meilleur remède au manque de sommeil, c'est le sommeil. Ben, une façon de récupérer, c'est avec une sieste. Mais il y a quand même certains paramètres à respecter si on fait une sieste. Premièrement, il faut revenir à nos principes d'homéostasie, principes circadiens. Donc, on n'a pas besoin de faire une sieste d'1 heure ou 2 pour récupérer. Habituellement, une sieste de 15-20 minutes qui est bien placée dans la journée va nous donner un regain d'énergie, va nous donner une meilleure vigilance pour les heures qui vont suivre. Évidemment, si on est en grande privation de sommeil, là, c'est autre chose. Mais disons que vous accumulez une petite dette de sommeil à chaque nuit et que vous avez l'occasion, que vous avez le bonheur de pouvoir faire une sieste, ben une sieste de 15-20 minutes peut vraiment vous redonner un deuxième souffle. Mais il faut bien savoir la situer stratégiquement. Pas trop près de l'heure du coucher, parce que vous allez hypothéquer la prochaine nuit de sommeil. Pas trop longue non plus, parce que vous allez peut-être atteindre le sommeil profond et ça va être beaucoup plus difficile de sortir de ce sommeil profond-là pour reprendre vos activités. Il va y avoir une période qu'on va qualifier d'ivresse du sommeil. Le sommeil était tellement profond que c'est difficile de retrouver nos sens. Donc oui, la sieste peut être très bénéfique si on est en manque de sommeil, mais pour l'insomniaque, on la déconseille. Et j'expliquerai un peu plus demain. L'insomniaque, habituellement, il va nous dire « J'aimerais bien faire une sieste, mais je suis pas capable. » Justement parce qu'il essaye. Faut pas essayer de dormir. On peut pas contrôler le sommeil sur commande. On peut simplement créer des circonstances qui sont propices à une bonne nuit de sommeil. Dès le moment où on essaie de faire un effort volontaire de s'endormir, à coup sûr, on va rester éveillé. D'ailleurs, un traitement pour l'insomnie qu'on a déjà utilisé, donc il faut savoir avec qui l'utiliser, c'est un traitement qu'on appelle l'intention paradoxale. Donc, on demande aux personnes qui font de l'insomnie, là, dans la prochaine semaine, ce que je veux que vous fassiez, c'est à chaque soir, quand vous allez au lit, vous allez éteindre les lumières, mais vous allez essayer de rester éveillé et non plus essayer de vous endormir. Donc, on essaie de créer un paradoxe. Pour certaines personnes, ça fonctionne, pour d'autres, pas si bien. Faut savoir choisir nos joueurs. Quelques mots sur le sommeil en temps de pandémie. Il y a eu, je ne sais pas combien de centaines d'études qui ont été publiées justement sur cette thématique-là. Et en général, ce qu'on a observé, c'est que le sommeil, les gens rapportaient que le sommeil était de moins bonne qualité. On a observé également des taux de prévalence et d'incidence d'insomnie 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'on observait avant la pandémie. Et un autre phénomène qu'on a observé aussi, c'est qu'il y a eu un déplacement de nos horaires de sommeil. Les gens avaient tendance à se lever un peu plus tard et aller se coucher un peu plus tard. Surtout les étudiants, mais aussi les gens qui étaient en télétravail. Donc, on avait plus de flexibilité dans nos horaires de travail et de sommeil par la force des choses. Donc, ça a amené une forme de décalage. Et pour une certaine proportion de la population,
ce fut une belle opportunité pour récupérer cette dette de sommeil-là, pour aller chercher la petite heure qui nous manquait. Mais pour d'autres, ce qu'on a observé, c'est que, en dépit du fait qu'on passait peut-être plus de temps au lit, la qualité du sommeil n'était pas améliorée. Au contraire, l'efficacité était moindre. Juste quelques données ici. Je vous ai pas trop embêté avec des données scientifiques. J'ai essayé de vulgariser ça le plus possible. Mais il y a une donnée ici qui parle pas mal bien, je trouve. Ça, c'est des recherches sur Google, sur le moteur de recherche Google pour le mot insomnia. Et on voit en bleu ici, c'est des recherches au niveau mondial. En bleu, c'est le nombre de recherches, je pense que c'était par jour, en temps pré-pandémie. Puis ça, c'est pour l'année 2020. Donc, vous voyez, janvier, février, mars, jusqu'à mi-mars, c'était la fréquence des recherches pour le mot insomnie. Et après le début de la pandémie, vous voyez jusqu'à quel point cette recherche-là a augmenté. Donc, on n'a pas besoin de se lancer dans les grandes interprétations pour conclure que c'était vraiment une préoccupation importante si on y va avec la fréquence de ces recherches-là. On a aussi fait équipe avec des chercheurs de 12 autres pays, donc au Canada, en France. Malheureusement, la Belgique n'était pas impliquée dans cette enquête-là, mais dès le départ, on a vu comme chercheurs sur le sommeil que ça présentait une belle opportunité justement pour étudier les cycles de sommeil. Les premières recherches en chronobiologie sur justement les rythmes circadiens, bien, les chercheurs, ils s'isolaient complètement du monde extérieur. Ils allaient vivre dans des cavernes à l'abri de la lumière et ils n'avaient aucun indicateur de temps. Aujourd'hui, on a des laboratoires un petit peu plus sophistiqués, mais tout ça pour dire que le confinement a eu un rôle important, a joué un rôle important sur les problèmes de sommeil, les problèmes de décalage que j'ai mentionnés. Mais juste pour illustrer ici la prévalence de l'insomnie. Ça, c'est 2 niveaux de sévérité. Un score, c'est des questionnaires qu'on administrait, mais on les administrait quand même à 22 000 personnes dans 13 pays différents. On utilisait toute la même méthodologie. On invitait la population générale à aller sur un site web et à compléter un questionnaire sur les habitudes de sommeil pendant la pandémie, mais aussi à comparer ça à ce que c'était avant la pandémie. Et on voit que les taux d'insomnie, si on prend le total ici, pour les symptômes, c'est 37% de la population qui rapportait des symptômes d'insomnie et 17% qui répondaient aux critères d'un trouble d'insomnie. Donc ça, c'est des taux qui sont 2 à 3 fois plus élevés, ce qu'on observe habituellement dans les enquêtes épidémiologiques. Et c'était pas juste pour l'insomnie, mais aussi pour les problèmes d'anxiété et de dépression. C'était très élevé. On parle du quart de la population qui présentait des symptômes cliniques d'anxiété et de dépression. Il faut se rappeler que on a administré ce questionnaire-là, c'était entre avril et juin. Donc, quand on retourne en arrière, là, il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui allait arriver. On ne savait pas. Là, on sait, on connaît l'histoire, mais à ce moment-là, il y avait énormément d'incertitudes et il y avait, comme on le voit, beaucoup d'anxiété, de préoccupation. Donc, les facteurs modérateurs des difficultés de sommeil en temps de pandémie, certainement que le stress et l'anxiété ont joué un rôle important. Le confinement, l'isolement social. On a observé que les gens qui vivaient seuls étaient à risque accru de faire de l'insomnie, mais aussi des personnes qui vivaient avec au moins 5 autres personnes dans la même maisonnée. Donc là, c'était comme où est-ce qu'est mon espace vital? Et il y avait beaucoup de frustration et que ça pouvait se traduire aussi par des problèmes de sommeil. En début de pandémie, je sais que chez nous, il y avait une hausse très, très nette de l'utilisation de substances, que ce soit alcool ou autre, pas nécessairement pour dormir, mais une utilisation accrue de substances. Ça peut aussi avoir contribué à la hausse de difficultés de sommeil. Et il y avait une hausse absolument phénoménale du temps passé aux écrans, sur les écrans, que ce soit par plaisir
ou par obligation professionnelle. Et j'ai mentionné plus tôt cette absence de routine qu'on avait avant la pandémie, de se lever à une heure précise, de manger à une heure précise, de se présenter au travail et tout ça. Donc ça, c'est des marqueurs de temps. Ça garde notre horloge biologique synchronisée avec les cycles de jour et de nuit. On avait en quelque sorte perdu ces repères-là. Et l'exposition à la lumière vive venait avec ça également. Ici, ça, c'est une étude qui a été menée en Italie. Et on a simplement demandé aux gens de rapporter l'heure habituelle de coucher et l'heure habituelle de lever le matin. Et c'était avant la pandémie et pendant la pandémie. Donc, je vais juste prendre ici les gens qui faisaient du télétravail. Donc, ils rapportaient se lever avant la pandémie il rapportait aller au lit à 23h30 avant la pandémie et c'était décalé d'à peu près 1 heure pendant la pandémie. Et pour ce qui est de l'heure de lever le matin, c'était autour de 7h30 avant la pandémie, mais c'était repoussé après presque 9 heures le matin. Donc, on voit, je ne sais pas si c'est représentatif de d'autres pays en Europe, mais il me semble qu'on se couche plus tôt que ça chez nous. Et même avant la pandémie, on se levait plus tôt que ça aussi. Mais on voit que c'est encore pire chez les étudiants. Mais tout ça pour dire que oui, il y a eu un décalage dans l'horaire de sommeil. Pour certaines personnes, ça leur a permis de récupérer sur le plan sommeil, mais pour d'autres, passaient plus de temps au lit, mais le sommeil n'était pas nécessairement de meilleure qualité. Il me reste à peu près 3 diapositives. Je voulais aborder d'autres sujets, mais on va prendre un peu de temps quand même pour répondre à vos questions. Mais j'ai mentionné en début de conférence l'impact du changement d'heure. C'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias, surtout quand on fait le changement d'heure à l'automne et au printemps, donc dans plusieurs pays. C'est pas universel. Il y a certains pays qui conservent la même heure à longueur d'année. Mais dans plusieurs pays, on avance l'heure au printemps et on recule à l'automne. Donc, on parle de présentement, on vient de retourner à ce qu'on appelle l'heure normale, ou certains vont dire c'est l'heure d'hiver, puis l'autre c'est l'heure d'été. Mais disons que après ce changement d'heure-là, le soleil se lève plus tôt ici. Je pense qu'à Bruxelles, là, présentement, c'est quoi, 7h40? Donc, même avec le changement d'heure, c'est tard. Donc, avant le changement d'heure, il y a 2 semaines, ça veut dire que le soleil ne se levait pas avant 8h40 le matin. C'est une des raisons qui favoriserait justement qu'on reste sur l'heure normale à longueur d'année parce qu'on estime que c'est la luminosité du matin qui est particulièrement importante pour réguler nos cycles de veille et de sommeil. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui apprécient énormément les longues journées l'été, mais peut-être que ça a moins d'importance là que de s'exposer à la lumière vive plus tôt le matin. Et on sait aussi, bon, c'est historique, le principal motif pour changer d'heure, passer à l'heure avancée, c'était des motifs économiques. Pendant la Première Guerre mondiale, on pouvait prolonger les heures de clarté et on pouvait économiser aussi sur le plan électricité. Je pense que les raisons ont changé depuis. Je sais que dans le sud des États-Unis, ils apprécient beaucoup les journées prolongées pour pouvoir jouer au golf plus longtemps pendant l'hiver. Mais je suis pas convaincu que c'est suffisant pour convaincre les gouvernements. Donc, la question qui se pose et qui est dans les médias, c'est est-ce que si on abandonne le changement d'heure, est-ce qu'on devrait conserver l'heure d'été ou l'heure normale? Si on regarde les données scientifiques, c'est clair que on devrait rester sur l'heure normale 12 mois par année. Pourquoi? Parce que c'est plus près de l'heure solaire et c'est beaucoup plus près aussi de notre horloge biologique. Et aussi, la pire chose à faire, c'est de changer d'heure 2 fois par année parce que à chaque fois qu'on change d'heure, on observe qu'il y a une hausse très significative de risque d'accident de la route. Pas juste à l'automne, même au printemps. Quand là, on vient de gagner 1 heure de sommeil, mais au printemps, on perd 1 heure de sommeil, donc la vigilance diminue.
Et aussi, il y a une hausse quand même assez importante de différents incidents cardiovasculaires. Et ça, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été répétées à chaque année, à chaque fois qu'on change l'heure, et c'est toujours des phénomènes qui sont répétés, observés à chaque fois. Donc, ce qui est endossé par plusieurs associations de professionnels de la médecine du sommeil, c'est qu'on devrait conserver la même heure toute l'année et on devrait rester sur l'heure normale, c'est-à-dire celle qu'on vient d'adopter présentement. Il n'y a pas consensus, mais disons que les données probantes vont davantage dans ce sens-là. Là, je saute un petit peu du coq à l'âne pour terminer ma conférence parce que c'est des sujets qui sont presque toujours soulevés. Qu'est-ce qu'on devrait penser des bracelets intelligents, des montres connectées et compagnie, des Fitbits de ce monde? Je pense que ça peut jouer un rôle très important pour nous sensibiliser à l'importance du sommeil, tout comme ces appareils-là nous sensibilisent à l'importance de bouger pendant la journée, de s'activer. Mais là où il y a un problème, c'est lorsqu'on devient un petit peu obsédé par ces bracelets intelligents-là, et c'est un peu ce qui dicte toute notre vie, et encore pire, lorsque certains gadgets prétendent qu'ils peuvent dire dans quel stade de sommeil on est, qui nous disent « vous devriez aller vous coucher à telle heure, vous lever à telle heure », pas certain que ce soit bien validé. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Oui, ça peut être très utile pour nous sensibiliser à l'importance de réserver une période pour le sommeil. Mais après cela, je pense qu'on a des difficultés de sommeil, et je le redirai demain, bien, je pense qu'on est beaucoup mieux d'aller consulter un professionnel pour, premièrement, poser le bon diagnostic, parce que des fois, on peut faire de l'insomnie. Subjectivement, on pense que c'est de l'insomnie, mais ça pourrait très bien vouloir dire qu'il y a un autre problème sous-jacent dont on n'est pas au courant, dont on n'est pas conscient. Il y a bien des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, qui est un problème respiratoire. Et habituellement, ces personnes-là, bon, ils se plaignent pas d'insomnie, ils se plaignent beaucoup plus de somnolence excessive le jour. Mais pour certaines personnes, ça peut aussi se manifester sous forme d'insomnie. Donc, c'est important d'aller consulter et de poser le bon diagnostic avant d'initier un traitement. Si on pense qu'on fait de l'insomnie et qu'on se fait prescrire un médicament contre l'insomnie et qu'au final on souffre d'apnée, ben ça peut aggraver notre problème respiratoire. D'où l'importance d'une consultation professionnelle. Donc, j'ai mentionné au début de la conférence qu'il y a toute une panoplie de troubles du sommeil. Et évidemment, j'ai pas le temps de parler de tous ces problèmes-là, mais on les divise en 4 grandes catégories. Donc, l'insomnie, c'est ce dont je vais parler demain. C'est le trouble du sommeil qui touche le plus grand nombre de personnes. Donc, ça fait référence à un problème à s'endormir ou à rester endormi en dépit d'avoir l'opportunité de dormir. Ce qu'on doit clairement distinguer du manque de sommeil. Les insomniaques, habituellement, vont être en manque de sommeil, mais pour des raisons très différentes de celles qui ont accumulé une dette de sommeil. L'envers de la médaille, c'est l'hypersomnie. Et il y a plusieurs troubles qui peuvent causer cette hypersomnie-là. Donc, ça pourrait être un problème d'apnée du sommeil, un problème de narcolepsie, problème de mouvement périodique des jambes, ou ce qu'on appelle communément le syndrome des jambes sans repos. Après ça, on a les parasomnies. Donc ça, c'est tous les phénomènes un peu bizarres qui se produisent pendant notre sommeil. Les cauchemars, les terreurs nocturnes chez les enfants, le somnambulisme, le bruxisme, et ainsi de suite. Et finalement, la dernière catégorie fait référence à des troubles du rythme circadien. Donc ça, c'est les gens qui fonctionnent sur des horaires atypiques, travailleurs de soir, travailleurs de nuit, les problèmes associés au décalage horaire, les problèmes qu'on retrouve chez les adolescents qui sont constamment en décalage, qui, si on les laissait aller, eux, ils fonctionneraient plus sur « je vais me coucher à 2 heures du matin, puis je me lève à midi le lendemain, puis moi, ça fait mon affaire, puis mais bon, ça marche pas
pas toujours comme ça. Et à l'inverse, chez les personnes âgées, on a une tendance naturelle aussi à vouloir faire les choses un petit peu en avance de son temps. Donc, on a tendance à vouloir on a tendance à être somnolent un peu plus tôt en soirée, en vieillissant. Et par la force des choses, si on va se coucher plus tôt, bien, on va se réveiller plus tôt le matin. Donc, ici, on parle d'un avancement de phase. Donc ça peut être aussi un problème qu'on peut traiter, que ce soit avec la luminothérapie, la mélatonine. Il y a quand même des moyens, mais ça demeure très comportemental. Il faut essayer d'agencer nos horaires, nos activités pour se garder en action en soirée et se garder éveillé. Donc voilà, très rapidement ce qu'on reconnaît comme trouble du sommeil. Et puis comme message clé, je vous dirais, c'est assez simple. Il faut se rappeler que le sommeil, c'est un des 3 piliers pour une santé globale. C'est aussi important de bien dormir que c'est de bien manger et d'être actif physiquement. On l'oublie, on prend ça pour acquis, mais c'est vraiment un des 3 piliers pour une santé globale. Et il faudrait pas banaliser l'impact du manque de sommeil. Il y en a qui se font presque un honneur de dire qu'ils peuvent fonctionner avec 4-5 heures de sommeil, mais je suis pas certain qu'à long terme, ils sont gagnants. Donc, il y a des conséquences, comme on l'a vu, pour la santé physique, la santé mentale, la santé cognitive. Donc, et le meilleur remède au manque de sommeil, c'est le sommeil. Là-dessus, je vous remercie beaucoup pour votre attention.